Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Dans le premier épisode de ce podcast consacré à Christine Spengler, vous avez découvert les racines complexes de tout ce qui compose et traverse l'œuvre de la correspondante de guerre devenue plasticienne avec ses photomontages enluminés. Elle revient dans ce second épisode sur sa conception de la photographie, sur le rôle et le pouvoir des images, sur la manière dont elle les fabrique et sur son choix du noir ou de la couleur. Elle raconte aussi ses idoles, Frida Kahlo, La Calas et Marguerite Duras. Femme dans un monde d'hommes pendant ces années sur les terrains de guerre, elle continue inlassablement, obsessivement, de défendre la cause de toutes les femmes. Témoin des oppressions qu'elles subissent partout dans le monde, Christine Spengler les voit comme des amantes magnifiques, des héroïnes tragiques, des incarnations du courage et de la vie contre la mort. Cette passion pour les femmes, on la retrouve aussi dans l'image qu'elle vient de créer à la demande du parfumeur Guerlain, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Mais je vous laisse écouter sa voix envoûtante. J'ai trois idoles préférées, je crois que vous le savez. Par ordre, c'est d'abord Frida Kahlo, qui a tellement souffert, qui a exprimé toute sa douleur dans son art. Toute sa douleur, son corps mutilé, le tramway qui l'a écrasé, et puis la jambe coupée. Et ensuite, c'est La Calas, parce que pour moi, aucune ne chante comme elle, parce que elle, sa chanson, ses chants viennent de sa douleur. C'est ça qui est bouleversant chez elle. Et ma troisième passion, je crois que vous le savez, parce que j'en parle toujours. Marguerite Duras, bien sûr. Voilà. Et qui elle aussi, à part ce qui nous lie ensemble, la mort du jeune frère, la mousson, la guerre, elle l'a écrit et moi je l'ai photographié. Il existe un livre dans lequel vous rendez hommage à Marguerite Duras en utilisant une photo de jeunesse de Marguerite et la photo de l'amant. 16 ans. Voilà. Et cette photo, comment je l'ai eue? C'est son propre fils, Jean Mascolo, qui passe la plupart de ses vacances à Ibiza, dans notre salon à Ibiza. Il avait vu de très grandes photos immenses de Greta Garbo, Simone Signoret, en noir et blanc, que j'avais enluminées et entourées d'objets et de fleurs en couleur. Et donc, il est venu me voir en me demandant si j'accepterais de faire la même chose pour sa mère. Parce qu'il m'a dit, bientôt ça va être l'anniversaire de sa mort, tout le monde va en parler, et j'ai très peu de photos, quasiment pas de couleurs. Mais comme toi, tu as ce don, est-ce que tu accepterais de le faire? Donc je lui ai dit, écoute, Outa, qui est le surnom que lui donnait sa mère, c'est un diminutif, parce qu'il avait été piqué par des Outas en été, lorsqu'il était en vacances chez le président Mitterrand. Alors Outa, je lui dis, mon Dieu, Outa, mais rien ne pouvait plus me faire plaisir. Je rêvais d'enluminer une ou plusieurs photos de ta mère et tout ça. Alors, il m'a confié une poignée de photos, et c'est là où j'ai choisi immédiatement celle qui m'attire et m'attirera toujours, celle qui a séduit l'amant de la Chine du Nord, ce petit visage d'enfant. Elle a 15-16 ans, et j'en ai fait énormément car je continue, je suis une personne obsessive. Je parlerai toute ma vie d'Éric, et je ferai toute ma vie des photomontages de Marguerite. Là, c'est l'aspect sériel quasiment à la Warhol, je pense, avec justement. Le visage de Marguerite, qui est toujours le même visage. Alors, bien évidemment, le décor de vos photomontages change systématiquement. J'allais le dire, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que lui, il se fatigue moins, parce qu'il a pris un visage de Marilyn et qu'il a mis sur un fond rouge, jaune ou mauve. Tandis que moi,
si vous regardez Oui. ce petit livre... Vous êtes sur des choses qui sont très construites et Ah, mais très non, différentes mais à chaque je veux fois. dire que c'est le même modèle, c'est la même photo de base, mais celui-ci qui s'appelle La brûlure du désir, qui est dans ma chambre, qui est rouge et or, est inspiré des Ménines de Velázquez. Bon, par contre, une autre s'appelle India Song. Là, celle-ci, complètement différente, c'est l'amant de la Chine du Nord, mais je l'ai faite avec des objets rapportés par mon propre père de Chine. Donc, moi, Oui. il n'y a jamais un seul photomontage identique. Alors, l'aspect sériel, il existe, mais vous êtes, pour chaque image, sur une véritable nouvelle Création, c'est ça. On parlait tout à l'heure de l'Opéra du Monde. Vous avez évoqué donc cette grande exposition rétrospective qui vous était consacrée à la MEP en 2016. Oui, oui. Vous aimez, Christine Spengler, les personnages. Vous aimez les personnages, Ah oui. les amantes de ces toreros, les C'est toreros eux-mêmes. Eux-mêmes. Marguerite Duras est elle-même, en quelque sorte, Évidemment. un personnage. Une sorte de C'est monstre vrai. sacré. Et Frida Kahlo. Frida Kahlo, oui. Oh bah évidemment. Oui, c'est ça que j'aime. Señores, Christine, le nom que vous avez choisi pour cette exposition, il m'a évoqué William Shakespeare, qui a écrit un texte qui s'intitule All the World is a Stage, qui est l'introduction de Mesure pour mesure, As You Like It. Donc, c'est-à-dire Ce qui veut dire le monde entier est un théâtre, le c'est monde ça. entier est un théâtre. Eh tout ben à pour fait. moi, sans me comparer à Shakespeare, vous pensez bien, pour moi aussi, même la rue, je descends dans la rue est un théâtre. Donc, vous partagez cette opinion. Bah complètement. toca el corazón arriba al final. Alors Christine, si vous avez autant de succès, c'est aussi parce que vous avez un regard singulier. Dans vos photographies de guerre, il n'y a pas de sensationnalisme, on l'a dit tout à l'heure, mais vos images, elles sont néanmoins très efficaces pour nous alerter de la tragédie qui est en train de se passer. Je pense notamment aux enfants qui apprennent à nager dans le Mekong au Cambodge, qui sont juchés sur des douilles d'obus vides. Ou je pense aussi à la mariée libanaise, qui est une de vos photos célèbres, Oui. qui est habillée d'une robe blanche, resplendissante, et qui agite le drapeau libanais au milieu des ruines. Vous faites passer des messages qui deviennent troublants par rapport à leur apparente contradiction. Donc on a d'un côté la joie des enfants, la joie de cette femme au Liban, et puis en même temps, on comprend tout de suite que le Troublant, contexte, Yannick, on comprend malgré tout que le contexte, c'est la ruine et la guerre Je ne dirais à pas l'arrière. troublant, c'est Alors- tout simplement la vérité, c'est ce Oui. que je vois. Alors c'est la vérité, effectivement, C'est un théâtre, le monde est fait mais d'horreur et de beauté et Mais de je- tragédie. alors j'avais une question à vous poser sur ce que je juge moi comme une apparente contradiction, qui est une sorte d'oxymore. L'oxymore est très utilisé dans le surréalisme. Est-ce que quelque part il n'y aurait pas eu une forme d'héritage inconscient de la part de votre mère? Eh bien, j'avoue que je n'ai jamais pensé ça. Oui, toutes les couleurs me viennent, ces couleurs éclatantes que j'utilise, les soies rouge, jaune, rose, le Alors, vert, tous les objets Là on parle des me photos. viennent de ma mère. Là on parle des photomontages. Non, Là, on justement, je le dis. Les objets surréalistes dans les photomontages couleurs, je les ai vus évidemment dans mon enfance. Parce que ma mère jouait avec le sable, le verre brisé, les coquillages, les perles, les émaux. Bon, donc, ça Ça, c'est clair. indéniablement. Mais je n'avais, cher Yannick, jamais pensé, avant que vous me le disiez, mais ça ne me déplaît pas, je n'avais jamais pensé que ces photos de guerre, toujours très pures et noires et blanches, que ces photos de guerre, certaines d'entre elles, vous en avez déjà nommé deux, la mariée libanaise qui ajoute un drapeau, les cèdres Liban resplendissants au milieu des ruines.
l'année du buffle également, avec ce gamin qui se baigne dans une rizière aux côtés d'un buffle, avec en arrière-plan le camion de la guerre ou le camion de la mort, qui les ramène, comme dirait Simone Veil, magnifique film, et qui ramène peut-être même aussi des blessés à Saigon, et cet enfant soldat qui en plus, là j'ai la baraka, hein, là il faut dire, cet enfant soldat en plus a un casque sur lequel est écrit, il paraît, Fuck the Viet Cong. Donc j'avais toutes les chances du monde, comme je l'ai eu encore aujourd'hui jusqu'à présent. Elle a eu beaucoup de succès, cette image. Elle a été publiée immédiatement grâce à Associated Press dans le New York Times. Parce que nous venions de sortir de l'année du rat pour entrer dans l'année du buffle. Et c'est ce que m'avait dit mon nouveau patron, le célèbre Horst Fasch, qui était 2 fois prix Pulitzer, d'origine allemande, qui avait une voix incroyable, et qui était nommé, il s'occupait justement de tous les photographes de l'Asie du Sud-Est à Saigon, et donc, lui, il avait une chose, il était un des rares, Yannick, un des rares, c'est pas qu'il croyait plus en nous, les femmes, qu'en les hommes, mais pareil. Je veux dire, il n'était pas misogyne du tout. Totalement égalitaire. Parce que quand même, il a donné des appareils photo. Il a laissé travailler avant moi ma consoeur d'1 an plus âgée que moi, Catherine Leroy, à Françoise de Mulder, mon autre consoeur qui me manque énormément. Il a prêté lui-même un appareil photo. C'est lui qui lui a donné l'idée. Et quant à moi, eh bien, pareil. La nuit où je suis arrivé le voir dans son bureau au 17e étage de l'immeuble d'Associated Press, bureau blafard éclairé au néon, où déjà était donc là, accroché. Vous êtes à Saigon. Je viens d'arriver de Paris. J'ai déposé ma petite valise au dernier étage. Parce que c'était beaucoup moins cher à cause des bombes, du mythique hôtel Continental. Et puis j'avais écouté ce que m'avaient dit mes confrères à Paris. Ils m'avaient dit, c'est très simple. Tu déposes ta petite valise, tu traverseras la rue, et puis au 17e étage de l'immeuble d'Associated Press, tu le verras. Je dis, comment je le verrai? Il sera peut-être 3 heures du matin. Si tu le verras, Horst ne dort jamais. C'était sa réputation. Et en effet, j'arrive avant, mais il ne me voit pas. Moi, je le vois à travers la porte vitrée. Et je le vois, en effet, assez fort, mais très beau. Je l'avais d'ailleurs surnommé, il ne l'a appris que des années plus tard, mais il était très content, Orson Welles. Do you know, my dear boss? Do you know my boss that I called you Orson Welles? Alors, bon, ça le faisait rire, mais il était content. Alors là, j'arrive et j'ai un jean, évidemment, une petite veste pour travailler, et sur ma poitrine, j'arbore comme un talisman le Nikon offert par Eric. C'est tout ce que j'ai pour aller au fond. Je suis comme aujourd'hui, mais j'ai des cheveux très courts. J'ai toujours une frange à la Jeanne d'Arc. Et là, vous êtes très élégante aujourd'hui, mais j'imagine que vous étiez habillée intégralement en noir. Non, pas au Vietnam. Pas au Vietnam. Non, je ne m'habille en noir que au Liban, au Kosovo, dans les pays en deuil. Non. Là-bas, on s'habille comme un homme, en jean pour crapahuter. En jean, en petite veste, genre qu'ils appellent de combat, une petite veste beige, et des bottes. Et juste, j'avais les cheveux très courts, c'était plus pratique dans ce métier et tout. Et alors, moi, je le vois penché sur une table de négatifs avec une loupe, en train de choisir des négatifs. Et puis, au-dessus de lui, dans ce bureau lugubre éclairé au néon, je vois déjà accrochés sur le mur les 53 photos des premiers photographes morts au Viet Cong. Les correspondants de guerre, en fait, qui sont morts lors de la guerre du Vietnam sont extrêmement nombreux. Ah oui. Ross a fait un livre avec Tim Page, extraordinaire là-dessus. Et il y avait même des femmes aussi, comme Dickie Chappell, une consoeur que j'admire beaucoup, forcément,
dont on voit une photo de Henri Huet où le prêtre McNamara est en train de lui donner l'onction. Et moi, on m'a demandé d'écrire un texte sur cette photo. Et j'ai écrit, elle ressemblait un peu à Catherine Leroy, mince et blonde. Blonde, les yeux bleus. Oui, mais là, ses yeux, je n'ai pas pu les voir, ils étaient déjà fermés. Alors, j'ai dû travailler sur la photo qui est extraordinaire de Henri Huet, et tout d'un coup, quand j'ai pris une loupe pour mieux voir son visage, en effet, ses yeux fermés, et j'ai écrit, au milieu de ce cheveux blonds épars, déjà ternis par la mort et par la suie, je découvre une petite boucle d'oreille en or. Un geste féminin. Ça m'avait plu. Cette femme qui a une vie d'homme, qui portait des treillis, qui accompagnait les hommes au combat, mais qui quand même a gardé un peu de féminité. Voilà. Donc, oui, le livre somptueux qu'a écrit Rose Fass avec Tim Page s'appelait, très beau titre, Indochina Requiem, Requiem pour l'Indochine. Et c'est là, j'en fais allusion dans mon livre Une femme dans la guerre, où je reprends certaines informations et où j'écris que nous ne le savions pas, mais du côté Viet Cong, là, du côté où était le grand photographe et journaliste Roger Pic, eh bien, il était un des rares à avoir été et travaillé du côté Viet Cong. Et lui-même, lorsque j'ai eu le bonheur et la surprise de gagner le prix Roger Pic, lui-même me le raconta que oui, ils avaient beaucoup de femmes, les Viet Cong, au combat. Et donc, je me trouve dans ce bureau-là, et mon futur patron, que je dois séduire pour qu'il m'emmène au front le plus vite possible, parce que j'étais venu pour ça. Mais moi, ma décision, c'était comme toujours, ou je deviendrai correspondant de guerre, ou je meurs. Je reviendrai pas à Paris. Je ne reviendrai que si je réussis dans mon destin. C'est ça que je voulais, être correspondante de guerre. Christine, vous avez été témoin à la fois de l'arrivée des talibans en 1997 à Kaboul, mais aussi de l'arrivée de Khomeini. L'arrivée de Khomeini en 79 en Iran. On parle évidemment beaucoup de l'Iran à l'heure actuelle, et j'imagine que Kaboul, ça doit aussi vous remuer, puisque ça fait revivre dans une certaine mesure ce que vous avez pu voir en arrivant vous-même à Kaboul et la façon dont étaient traitées les femmes. Qu'est-ce que vous éprouvez face aux images que vous pouvez voir dans la presse et à la télévision? Je pense que malheureusement, les femmes kaboulis vont rester emmurées dans leur tchadri, dans leur grillage, dans leur burqa pendant longtemps. Je ne crois pas qu'elles vont réussir avec le retour maintenant des talibans à pouvoir s'émanciper. D'après ce que j'ai entendu, c'est non seulement la burqa, évidemment, qu'ils imposent à nouveau, mais c'est aussi toutes les privations de la femme, toutes. Donc la musique, le travail. Oui, bien évidemment, c'est terrible pour elle. Donc j'ai moins d'espoir, mais j'espère que Dieu me contredira pour la situation de la femme afghane, désolante, tragique, épouvantable, que pour le sort de l'Iran. Oui, puisque l'Iran s'est soulevé à plusieurs reprises et que cette fois, la contestation dure en longueur et ça laisse présager une lueur d'espoir pour les Iraniens. Je pense les Iraniennes, bien évidemment. Mais la différence, c'est que en Iran, ce ne sont pas seulement les femmes qui se soulèvent et manifestent, les hommes aussi, et maintenant, toute la société. Donc, avec un peu de chance, énormément de courage et beaucoup de morts. Mais peut-être que le régime basculera et qu'elles pourront enfin montrer à nouveau leur visage à découvert. Vous avez cet espoir, en tout cas.
Je voulais vous poser également une question, Christine, sur, je crois savoir que vous avez fait une donation de l'ensemble de vos images à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, donc qui dépend du ministère de la Culture. Et qui conserve en fait les images dans des conditions optimales à Saint-Cyr. Je voudrais savoir si ce sera peut-être, par exemple, l'occasion d'une nouvelle exposition. Est-ce qu'on va voir des choses aussi? Ah ben plusieurs, j'espère. Alors, car leur but, lorsqu'ils choisissent, qu'ils nous font l'honneur de nous choisir et de nous proposer d'immortaliser, comme vous disiez, nos photos à vie, car elles sont conservées dans une citadelle des images, dans le fort de Saint-Cyr. Des photos de guerre dans une citadelle des images. C'est magnifique. Il paraît, dans le Figaro disait, la citadelle des images qui garde la mémoire des plus grands photographes et où ne rentre pas qui veut. Et moi, j'ai eu une fois de plus une chance. La jeune directrice est une femme et elle aurait vraiment aimé qu'il y ait aussi une femme correspondante de guerre et pas seulement des hommes. Et lors d'un dîner avec mon avocate photo et amie Daphné Juster, elle lui dit « Oh, il paraît que vous connaissez Christine Spengler ?» Je dis « Mais comment, c'est mon amie et ma cliente, je m'occupe d'elle depuis des années. » Alors elle dit « Mon Dieu, j'aime beaucoup son travail. Oh, j'adorerais qu'elle fasse partie du fond. Voilà. Alors, est-ce que... Attends, non, là, j'arrive parce que Daphné lui a répondu, eh bien, c'est merveilleux, ce serait un grand honneur pour elle, mais il n'y a qu'un petit problème. Il faut que je vous le dise, c'est que Christine est vivante, et bien vivante. Et alors, cette femme merveilleuse, Mathilde, aurait dit, eh bien, dites-lui que pour elle, je ferai une exception. Et ça y est, j'y suis. J'ai même bu le champagne là-bas. C'est génial pour vous de pouvoir voir aussi ce que deviendront plus tard. Comment seront gérées les images. Puisque, comme la plupart des correspondantes de guerre, avant, aucune de nous n'a jamais été mariée. Même Gerda Taro, qui était amoureuse folle du brillantissime et tellement séduisant Robert Capa, a refusé de l'épouser quand il le lui a demandé parce qu'elle voulait garder sa liberté. La plus extraordinaire de toutes, à mon goût évidemment, qui s'appelle Mata Gellhorn, qui était la 3e femme de Hemingway. Elle l'a abandonné et elle a refusé de lui faire un enfant parce qu'il y avait la guerre civile en Espagne et qu'il ne voulait pas venir avec elle. Il a dit, moi je reste ici à Cuba à pêcher le requin, je bois de mes mojitos, j'en ai assez. Et elle a dit, ah oui, tu en as assez? Eh ben, moi j'y vais. C'est une femme extraordinaire. Elle a travaillé pendant 60 ans, toute seule. Christine, dans l'entretien qu'on vient de faire, vous faites très souvent référence à l'odeur. C'est vrai. C'est l'odeur omniprésente odeurs, oui. des tubéreuses, des lys qui viennent couvrir l'odeur de la mort au Vietnam, ou c'est aussi le chalimard de votre mère que vous évoquez dans vos écrits. Sur la table, je vois un flacon magnifique. Je vois un superbe flacon. Il s'appelle dans un photomontage. C'est le flacon abeille. Je vous décris ce que je vois. Donc c'est un flacon magnifique. Avec un foulard rouge, orangé, doré, avec un collier et également des fleurs blanches. Ce sont des fleurs de... Ce sont des bougainvilliers blancs qui poussaient il y a un mois sur notre balcon à Ibiza. Alors, je crois que c'est une commande donc qui a été faite par la maison Guerlain, qui fera l'objet d'une exposition sur les Champs-Élysées au mois de mars prochain. Oui, qui va coïncider avec la Journée internationale de la femme. D'accord. Et nous avons été choisis une dizaine d'artistes de tout international, tout pays. Qui vont donc proposer... Qui chacune a reçu un flacon Guerlain, mais pas le même. Et moi, j'ai reçu un très grand, l'autre un trop petit. Et chacune de nous doit le mettre en scène selon sa personnalité. Voilà.
et donnera lieu à une expo. Il y a un très beau livre qui est en train de réaliser Pierre Assouline. Le parfum, c'est terriblement abstrait. Est-ce que pour vous, c'était aussi un défi d'essayer de photographier quelque part l'invisible, de procurer une émotion forte en rapport à l'odeur? Dis-moi, c'est tout ce que je fais en photo est inconscient. C'est seulement après, ou des années après, comme l'histoire que j'ai été attirée à Calais au milieu de centaines de petites tentes de migrants bleus et rouges, toutes identiques. Tout d'un coup, j'ai vu de très loin une tente noire, un peu plus grande, différente que les autres, sur laquelle un jeune migrant afghan avait peint de grandes colombes blanches de la paix. J'ai couru vers lui, je lui ai souri, je lui ai demandé la permission avec mes yeux, j'ai pris la photo en laissant aussi, comme toujours, de l'espace autour de la petite tente insalubre, comme il avait écrit. Vous travaillez et toujours j'ai fait la photo. Avec le 28 mm. Toujours. Donc vous n'avez jamais lâché le 28 mm. Non. Et là, j'ai pris la photo, une seule à mon habitude. À ça, il n'y a pas, ça, je sais pas si vous le savez. À part le bombardement de Phnom Penh où j'en ai fait 2, une complètement vide. J'allais partir et tout d'un coup arrive le jeune soldat qui me regarde d'un air en me disant regarde, donc j'en ai pris 2. Mais sinon, Carnaval à Belfast, l'année du Buff, les enfants du Mékong, je ne fais jamais plus en général qu'une ou 2 photos. Vous êtes connu pour faire effectivement très peu d'images d'une seule et même parce situation. Que je n'appuie sur le déclencheur qu'à l'instant où elle m'intéresse. Je veux dire, en Iran, de Khomeini, j'ai une photo d'une femme en tchador qui passe sous un énorme point de Khomeini. Elle se rend pas compte. Elle me sourit parce que je suis une femme et que je suis habillée en noir comme elle et que j'ai appris un petit peu à parler arabe et persan, donc je leur plais. Mais elle se rend pas compte que je suis quand même maline et que je ne l'ai pas photographiée ni avant ni après qu'elle passe sous l'énorme point de Khomeini qui allait les écraser. Il s'agissait d'une affiche que les Iraniens avaient fait, les ayatollahs, pour son arrivée, qui était dans toutes les écoles de Téhéran. Donc, pourquoi vais-je photographier avant ou après? Il n'y avait qu'une photo à faire. Il fallait la faire à ce moment-là. Donc, je choisis le moment, c'est tout. Il faut être très rapide pour être photographe de guerre. Je le suis. Je fais même débutante, je fais des photos en un quart de seconde, tout de suite. Mais je réfléchis, j'ai une grande lucidité. Quand je vois une scène, je me dis toujours, ben non, là, ça n'a pas de sens. Ça aura de sens, par exemple, dans le désert afghan, où je suis restée 2 mois, ça n'aura de sens de photographier cette femme en burqa bleu qui pousse son bébé dans un landau que si elle passe, et je crois qu'elle va passer son chemin, devant un tank rouillé d'attente des Russes. Je vais pas la photographier. Voilà, c'est comme ça que je procède. La photographie est également un art d'anticipation. Ah voilà, moi je pense ça. Très bien, bah écoutez, merci infiniment Christine Spengler d'avoir passé ce petit moment avec nous. Un petit, un peu grand. En tout cas, pour moi, ça a été très agréable, Yannick, et je vous remercie. Plaisir partagé, Christine. Je signale, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour toutes les images qu'on a évoquées et celles qu'on n'a malheureusement pas pu évoquer, puisque votre travail est conséquent, qu'on peut retrouver vos images sur votre site internet, également à travers de nombreux livres. Vous pouvez donc vous connecter sur www.christinespengler.com. Merci encore, Christine. Merci à vous, Yannick.